Bien, bon, tout d'abord, bonjour, je m'appelle François-Xavier Roussel, je suis le directeur performance innovation de la recherche et développement. Et concernant le thème dont on va parler tout de suite, c'est évidemment en tant que responsable d'innovation que je vais faire cette présentation. Voilà. Donc, je vais vous parler de l'open innovation. Alors, vous posiez, monsieur, la question, j'ai essayé de répondre en entrée, qu'est-ce que c'est que l'open innovation? Je pense qu'il faut le faire de façon assez sommaire et pédestre. Open innovation, c'est ouvert et ça innove. Donc, c'est ouvert, et ça innove. Maintenant, on en parle beaucoup. C'est le thème à la mode. Tout le monde dit, je vais faire de l'open innovation. De l'open innovation, ça s'est fait un peu tout le temps. Je veux dire, typiquement, des laboratoires de recherche comme les nôtres ont travaillé de longue date avec beaucoup d'autres laboratoires, avec des grandes entreprises, des grands fournisseurs. Donc, on pouvait dire qu'on faisait de l'open research. Bon, si vous voulez. Donc là, ce qu'on appelle open innovation, et moi tel que je l'entends, et tel qu'on l'entend en général communément, c'est simplement dire je vais innover en dehors, avec les autres, et en dehors de mon écosystème traditionnel. Donc typiquement, une R&D qui dit je vais faire de l'open innovation, c'est-à-dire je vais travailler avec des interlocuteurs qui n'étaient pas mes interlocuteurs usuels, habituels, et je vais renoncer un peu au grand principe du not invented here, mais qui est quand même justement là une des grandes difficultés pour faire pénétrer l'open innovation dans les entreprises. Voilà. Alors, j'ai au fond pourquoi l'open innovation et pourquoi finalement changer un petit peu, je dirais, de son écosystème pour innover. C'est toujours le avant-après. Avant, en tout cas dans notre secteur d'activité, mais c'est vrai, je dirais, pour beaucoup de grands groupes, beaucoup d'activités industrielles, on maîtrisait à peu près l'ensemble du rythme d'évolution de nos activités. Typiquement, je dirais, EDF, le monopole de la fourniture d'électricité, on ne pouvait pas imaginer une innovation dans le domaine de l'électricité qui passe pas par EDF. Donc on était véritablement maître du temps. On était maître du temps, maître des évolutions, maître d'innovation, et on gérait ça, je pense avec excellence, avec nos grands fournisseurs. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe maintenant, c'est que d'abord, pour des raisons technologiques, il y a de nouveaux entrants. Il y a des technologies qui sortent de systèmes d'innovation qui n'étaient pas nos systèmes propres. Si on prend, par exemple, on prend l'éolien, on prend le PV. L'éolien, le PV n'est pas sorti des grandes utilities. C'est sorti de secteurs qui étaient en dehors de nous. En même temps, on voit bien qu'il y a tout un ensemble de nouveaux acteurs qui apparaissent, qui peuvent rentrer dans ce qu'on appelle la chaîne de valeur, nous désintermédier, rentrer directement avec les clients et qui ne sont pas eux-mêmes dans nos mondes, dans notre monde naturel. Notre monde naturel, c'est nos grands fournisseurs, c'est Siemens, c'est Arriva, et qui ne sortent pas de ces milieux-là. Et on voit qu'il y a tout un foisonnement qui nous touche, nous, mais qui touche aussi l'ensemble des grands industriels, tout un foisonnement d'offres qui émanent de start-up. Il y a tout un système qui s'est monté historiquement aux États-Unis avec les financements qui allaient bien. Et ces gens-là apparaissent, deviennent des acteurs. Alors, à nouveau, nous, on n'était pas le premier secteur touché, mais si on regarde dans notre secteur, on citait tout à l'heure Tesla. Tesla, une entreprise américaine qui est née il y a peut-être un peu plus d'une dizaine d'années, et qui, tout récemment, s'annonçait comme un grand acteur du stockage d'électricité. Bon, il y a beaucoup de marketing dans ça, mais il n'empêche, c'est des gens qui viennent d'environnements qui ne sont pas les nôtres. Alors, ces gens-là aussi, on dit, ne viennent pas de notre environnement. C'est pas tout à fait exact parce que dans les fameuses petites start-up avec garage, en réalité, qui on retrouve assez souvent, on va retrouver des gens qui eux-mêmes, aux États-Unis, sortaient des grands laboratoires, donc au fond qui étaient nos collègues, mais qui, avec un esprit entrepreneurial, avec un système qui leur a permis de trouver des financements, c'est tout le financement VC qu'on trouve, Venture Capital, qu'on trouve aux États-Unis, sont à même de changer les choses et d'aller d'apparaître comme soit des concurrents, soit des partenaires pour des grands groupes. Et à nouveau, si on prend le cas d'Elon Musk, avec la Tesla, quand même Elon Musk qui, à 18 ans ou 20 ans, vendait PayPal avec 350 millions de dollars, qui après va monter Tesla, alors avec des hauts et des bas. Et à titre d'information, vous verrez que dans les fonds dans lesquels on a investi, Elon Musk est un des membres du board. Donc
belle référence quand même. Mais lorsqu'il est rentré dans les lanceurs, pensez que vous avez quelqu'un qui est maintenant en gros à un peu moins de 40 ans. Il a fait PayPal. Il a fait SpaceX, qui quand même interpelle sérieusement. Il a fait Tesla. Alors tout ça, à chaque fois, tout le monde peut rire, parce que Tesla, il y a des niveaux de valorisation qui paraissent complètement démentiels, mais c'est quand même bien des réalités. Donc, il y a des choses qui se passent en dehors de notre système, et on doit être évidemment présent et regarder ce qui se passe. Voilà, sur cette longue introduction, je ne sais pas si sur l'open innovation, c'est la réponse la plus claire. Bon, donc ça, c'est un peu reprendre ce que je disais. Donc, compte tenu dans cette dynamique, évidemment, je dirais, il faut être partenaire de cette dynamique. Et ce qu'on a voulu faire, au travers du dispositif que je vous ai présenté, c'est donc être à même de pouvoir tirer profit de cette capacité d'innovation qu'on trouve dans ces startups et impliquer beaucoup plus l'ensemble des acteurs et des clients dans des processus plus courts. Alors pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est on a mis en place au niveau mondial un réseau de détection, d'abord, donc des collègues qui sont en Europe, qui sont en Chine, qui sont aux États-Unis, et dont la mission principale, alors on utilise beaucoup d'anglicismes, alors on parlait innovation et transfert qu'on peut traduire dans l'autre sens. Donc objectif, c'est je cherche à rentrer en contact avec des entreprises innovantes, à nouveau plutôt start-up parce que si elles sont plus grosses, elles sont normalement dans notre réseau. Donc identifier des technologies émergentes qui peuvent nous intéresser et les présenter au métier. Et je rentrerai tout à l'heure un tout petit peu dans les processus internes pour vous montrer un peu comment on le fait, je dirais en termes de mécanique et de process. Le point qui était important là, c'était d'avoir une équipe qui ne soit pas uniquement une équipe qui a une large connaissance, une très bonne vision de tout ce qui se passe, mais qui ait également à cœur de transférer ces innovations dans la maison. Donc on a mis en place dans cette équipe, elles ont des objectifs, aussi appelés KPI, Key Performance Indicators, et je leur dis, ils ont un seul objectif, c'est faites en sorte que la maison innove. Donc, vous serez appréciés, et nous sommes appréciés, en fonction du nombre d'innovations qui ont été transférées dans la maison. Je dis ça parce que mettre en place des équipes d'innovation, on sait faire, mais faire en sorte que les innovations rentrent dans la maison, ça c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc ça c'est le premier point, donc la mise en place d'un réseau de sourcing. Deuxièmement, pour que les gens vous parlent, il faut être considéré comme un acteur, je dirais, crédible et fiable de l'écosystème. Et pour être un acteur de l'écosystème, ce qu'on s'est dit, il faut non seulement être présent, participer à différentes manifestations et autres, non seulement montrer que on regarde, on étudie, mais aussi on réalise avec eux, mais on s'est dit, pour être vraiment considéré comme un acteur de fond, il faut aussi être à même de participer au financement des startups. Et donc, finalement, notre dispositif autour de l'open innovation, donc des liens avec les startups, est structuré autour de deux pieds. Un premier pied, détection, innovation, avec un objectif à nouveau de transfert dans les métiers, et un deuxième pied qui est un pied dans le financement, et que je vous dirai un tout petit peu plus tard. Voilà, alors ça, je vais passer assez vite parce que ça... Donc, là, je résume un petit peu ce qu'on a fait. En fait, on a 4 grands axes pour développer cette open innovation. Ce qu'on appelle ici l'open innovation. Premièrement, l'axe de financement dont je vous parlais. Donc, vous voyez là tout un ensemble de réalisations sur lesquelles je reviendrai, des investissements dans des fonds, des investissements dans les sociétés. Un deuxième axe qui est la détection et le transfert, donc le fameux réseau dont je vous parlais. Ensuite, un troisième axe qui est, on s'est dit, il faut aussi qu'on arrive à mieux valoriser les innovations de la R&D, et mieux les valoriser à l'externe. Donc on a mis en place un programme pour favoriser la valorisation en dehors de EDF, d'innovations qui sortent de la R&D et pour lesquelles on n'a pas de problème particulier à les transférer, bien évidemment. Et puis on fait un dernier axe qui est la mise en place de nouvelles méthodes de culture d'innovation, qui est un acte, je dirais, un peu plus en profondeur, que je ne développerai pas, mais sur lesquels on peut revenir si vous le souhaitez. Voilà.
Ce qu'on regarde, bon, bah, évidemment, c'est les domaines qui nous concernent, donc c'est assez large, hein, ça touche tous les domaines de l'énergie, ça va de la production traditionnelle, parce que là, on peut voir si on trouve ou non des propositions de valeurs intéressantes pour nous, vers le développement de la mobilité électrique, vers tous les services autour de l'énergie. D'une façon générale, je dirais un peu tout ce qui est renouvelable, digital, hein, mais également activités traditionnelles. Donc là, vous avez une petite présentation rapide de ce dispositif international. Donc vous voyez, on est présent à Paris, à Londres, à San Francisco, à Pékin. On a lancé ce dispositif il y a environ 4 ans, c'était en 2011. Aujourd'hui, on a identifié, quand on ne s'est pas identifié, on a analysé plus de 1200 à 1300 startups, ce qui fait qu'on peut raisonnablement dire, je crois sans grand risque de se tromper, c'est qu'on a quand même une bonne vision de ce qui se passe. Parce que je disais, le dispositif, il a pour vocation, bien sûr, de faire rentrer les innovations, mais aussi une autre vocation, c'est d'éviter la surprise. Qu'un jour, on ne se découvre pas d'un seul coup un concurrent, un nouvel entrant qu'on n'aurait pas identifié. Donc, une vision large. Et puis, vous voyez, 43 partenariats ou ce qu'on appelle démonstrations qui ont été lancés en 2014 à partir de ce dispositif, sachant qu'on partait, il y a d'une dizaine de partenariats qui étaient signés il y a 3-4 ans. Donc, on a multiplié par 4 l'activité. Là, c'est la description de notre dispositif en matière d'investissement dans le domaine du start-up. Donc, ce dispositif, on l'a structuré autour de 3 idées, enfin de 2 idées, pardon. La première, c'est, on s'est dit, bon, on va se mettre, on va investir assez largement via des fonds. Et je viendrai pourquoi. Je vous dirai pourquoi. Mais il ne faut pas donc des fonds, soit en Europe, soit à l'international. Et par ailleurs, on s'est dit il faut aussi se maintenir une capacité d'investissement direct. Alors d'abord, pourquoi on s'est dit on va aller vers des investissements via les fonds? Je dirais pas plus tôt, mais quand même plus tôt, parce qu'on a plus de moyens sur les investissements via les fonds que l'investissement direct. C'est que l'investissement direct, en tout cas à minima en France, et peut-être en Europe, est extrêmement difficile. Extrêmement difficile, pourquoi? Parce que c'est évidemment, c'est pas très compliqué de rentrer dans une entreprise, dans une petite entreprise, apporter du capital, vous êtes toujours bienvenu. Mais quand vous commencez à investir dans une petite entreprise innovante, on sait que dans l'innovation, il y a de la casse. Hein. Il y a des cas où ça réussit, des cas où ça marche pas. Et donc, il est aussi important de bien choisir que de pouvoir se retirer si jamais ça ne marche pas. Et quand ça marche pas, c'est pas un échec. Hein. Je veux dire, on est là pour prendre des risques. Bon. Et quand on s'appelle EDF, et si je suis en France, dire au bout de 2-3 ans, cette start-up finalement ne répond pas exactement à toutes les ambitions et on pense à pas l'avenir et donc on arrête les financements, c'est un petit peu difficile pour un groupe comme le nôtre. Et donc la grande difficulté que l'on peut avoir, et qu'on n'est pas les seuls, d'ailleurs par exemple Total investit directement mais a décidé de ne rien investir en France. Donc il a dit, moi je mets en place une équipe d'investissement direct, mais sauf pour la France. Et je trouvais ça quand même un tout petit peu dommage. Mais uniquement pour des raisons, je dirais, simples, c'est que le pari n'est pas équitable. L'innovation, les entreprises innovantes, c'est on investit, on prend des risques, ça marche parfois, ça marche pas aussi parfois, et parfois même souvent. Et donc il est important, si on veut être efficace, de pouvoir débrancher vite quand il le faut. Et quand on est EDF ou quand on est un grand groupe en France, eh bien pour débrancher, ça coûte très très cher, ce qui fait que statistiquement, la probabilité de perte sera supérieure à la probabilité de gain. Donc là, il vaut mieux intervenir avec un fonds. Et donc c'est le dispositif que l'on a au travers des fonds. Alors ça, c'était l'investissement direct pour la France. Et puis alors, investir directement aux États-Unis ou en Chine, là... D'autres aussi sont essayés, là, je prends de simple prudence. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas prendre ou qu'on n'imagine pas prendre des participations dans des affaires. On y va à ce moment-là toujours accompagné, avec des fonds que l'on connaît, avec des gens, mais jamais en position première. En Europe, donc. En Europe, on a 3 fonds.
le premier fonds, c'est le fonds qui s'appelle Electra Nova Capital. C'est un fonds qui a une capacité d'investissement de 90 millions d'euros, que l'on a monté avec une société de gestion qui est assez connue sur la place, qui s'appelle ID Invest, et dans laquelle on est le partenaire industriel, on est le seul industriel de ce fonds, et on est entouré de financiers. Et donc, dans ce fonds, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, nous, on cherche à investir dans les domaines qui nous intéressent, que je vous ai présentés précédemment, donc ça s'appelle Cleantech. Et on a cherché donc un partenaire qui puisse nous dire, bah, écoutez, moi je suis un professionnel de l'investissement, des startups. Mon objectif, c'est que la startup marche, que j'ai qu'il y ait une bonne rentabilité. Donc mon objectif est un critère financier. Donc je veux dire la case critère financier. C'est à eux de l'assumer. Et ensuite, nous, on a dit, mais on a aussi un critère stratégique, c'est qu'il faut investir dans ce secteur-là. Donc on essaie d'unir, je dirais, deux mondes. Un monde dans lequel notre intérêt stratégique est complètement respecté, tout en s'assurant qu'on est bien orienté vers une recherche de performance financière. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que s'il y a performance financière, c'est que la société se développe. Si la société se développe et qu'en plus elle est dans notre secteur, c'est-à-dire que l'opération est réussie et qu'elle sert à quelque chose. Parce qu'une société qui ne se développe pas, même si elle est dans notre secteur, ça n'a pas véritablement d'intérêt pour l'entreprise. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a monté. Avec ce Electra Nova Capital, on est dans un domaine où on cherche à investir dans des sociétés qui sont déjà avec des produits, donc disponibles, valorisables sur le marché, et non pas sur des sociétés qui sont juste un peu sorties du laboratoire. Les sociétés qui sont sorties du laboratoire, qui font ce qu'on appelle de l'amorçage, vous savez qu'il y a 3 cycles d'investissement. En fait, au début, on a les investissements avec les business angels qui interviennent. Après, il y a les fonds d'amorçage. Et puis après ça, il y a les fonds comme Electra Nova Capital, qu'on appelle du early stage, qui interviennent. Donc à chaque fois, ça correspond un peu à des phasages dans la vie d'un produit ou la vie d'une entreprise, du laboratoire au produit, au moment où on va commencer à tester le marché, commencer à tester ce qu'on appelle le scale-up, la montée en puissance de la production. Et puis après ça, le produit est prêt, l'usine est là, et il faut vendre. Et donc Electra Nova est dans ce dernier stade, et il faut vendre. ATI, amorçage technologique. Donc là, c'est vraiment l'amorçage. C'est un fonds qui s'appelait initialement CEA Investissement. Donc c'est un fonds qui avait été créé par le CEA pour valoriser les idées de ses chercheurs. On s'est dit, évidemment, on a quand même une certaine communauté de pensée avec eux. Donc on s'est associé avec eux dans l'amorçage. Et puis Revolution, c'est sur la robotique. Donc ça, c'est dispositif européen. Et vous voyez bien que comme ça, on arrive à couvrir à peu près tous les domaines, de l'amorçage à des produits beaucoup plus innovants près du marché au travers d'Electra Nova Capital, et puis un petit œil sur ce qui se passe au niveau de la robotique. Aux États-Unis, deux types d'investissements. Un investissement dans la société dont je parlais tout à l'heure, DBL, c'est dans cette société-là que Elon Musk est présent au board. C'est un fonds qui est réputé comme vraiment le fonds le plus performant dans le domaine du clean tech et du développement durable. Et on est l'investisseur industriel de référence. Donc, et malgré un tout petit ticket, puisqu'on a mis 6 millions de dollars sur un fonds de 360 millions de dollars, donc ils devaient bien nous aimer. Et ça se passe gentiment avec eux. Macroc, c'est un fonds qui est dans le domaine de l'Internet des objets appliqués au monde industriel. Voilà. Et puis en 25 Capital, c'est le fonds d'investissement cleantech chinois. Donc vous voyez, au travers de tout ça, on arrive finalement à bien s'insérer dans l'écosystème assez puissant en Europe, avec ID Invest, sachant qu'en plus au sein d'ID Invest, il y a des gens de EDF qui sont présents. Donc ça nous permet de bien nous assurer qu'on est bien maillé avec le groupe. On est présent sur l'amorçage et aux États-Unis, on a au travers de ces participations une vision assez claire de ce qui se passe, et on a visé évidemment à être avec des sociétés qui aient très bonne réputation et donc qui par là même attirent les meilleurs dossiers et donc nous permettent de voir ce qui se passe et d'être bien au courant. Et puis enfin le dernier paquet, c'est donc les investissements directs qu'on a fait. Un investissement que citait tout à l'heure Étienne, l'IPVF, donc un institut sur le photovoltaïque,
que l'on a monté avec Total, c'est une recherche, et puis d'autres investissements dans le SecLab, c'est dans le domaine de la cybersécurité, là où on a valorisé des résultats de recherche qui avaient été faits au sein de la R&D, ou Store and Forecast, dont il parlait tout à l'heure, dans la gestion de parcs éoliens avec des moyens de stockage. Voilà. Là, c'est une petite présentation pour vous montrer un peu, j'allais vous donner un peu une vue de l'intérieur, et en revenant sur le point dont je parlais tout à l'heure, ce qui est vraiment important si on veut que ce soit efficace pour le groupe, pour notre groupe, c'est s'assurer que tout ça finit bien dans les métiers. Et donc là, ça a été, dès le départ, la mise en place d'un processus organisé avec la définition de responsables d'innovation dans chacun des métiers. Et donc s'assurer que chacun des métiers, nous sommes d'une certaine façon un petit peu l'œil du groupe sur ce qui se passe dans ce domaine-là. Je vous rassure quand même, c'est qu'on est l'œil, mais que le groupe a plusieurs yeux. Hein. Donc, parce que les métiers aussi regardent par eux-mêmes. Mais là, c'est bien d'avoir une équipe dont c'est uniquement le métier, la spécialité. Voilà. Donc là, c'est les résultats. Donc, vous voyez, ce que je reprenais, c'est un peu les chiffres. Donc, plus de 1000 startups. Voilà. 8 investissements. Au travers du dispositif d'investissement, je vous parlais. Donc, on était maintenant à 10 investissements sur Electranova et plus de 80 investissements de par le monde. Quelques mots pour conclure un peu, une présentation rapide. Vous voyez des types de sociétés dans lesquelles on investit. Donc, vous voyez dans le domaine, ça c'est le portefeuille d'Electranova. Et donc, là où on est quand même assez content, c'est qu'on voit bien que tous les investissements qui ont été faits sont véritablement des investissements dans lesquels qui ont un véritable intérêt stratégique pour nous. Et vous pourriez dire, oui, mais c'est quand même normal puisque vous avez mis de l'argent dedans. Oui, mais c'est plutôt un bon résultat parce qu'on n'est quand même pas les seuls à avoir mis. Hein. Donc nous, on a un tiers de ce fonds. Hein. Donc les 2 tiers, ce sont des investisseurs financiers. Et finalement, on a réussi à bien se rencontrer sur le fait que ces investissements étaient intéressants et touchent véritablement les domaines qui sont aujourd'hui nos domaines des domaines d'avenir. Hein, vous voyez, des domaines léosphère. Léosphère, c'est dans le domaine du lidar dont parlait tout à l'heure Étienne Brière. Hein, donc les lidars flottants pour observer le vent, ou les lidars qui sont posés sur le sol. Sea Tower, c'est un cas qui est assez extraordinaire dans le domaine des fondations gravitaires. Donc c'est des fondations que l'on utilise pour poser les amarres des plateformes, des éoliennes offshore. Ce qui était intéressant dans ce dispositif, pour faire l'histoire un petit peu courte, c'est que c'était une innovation, c'était une méthode innovante qui venait de l'offshore pétrolier, qui a été développée par 5 ingénieurs donc, qui venaient de ce secteur-là. Et grâce au dispositif qu'on a mis en place, qu'on avait donc investi dans Sea Tower, parce qu'il y avait cette implication des gens d'EDF, ils ont été à même de bien rencontrer les gens d'EDF-EN, hein, nos collègues, et finalement d'arriver, et EDF-EN, parce qu'il y avait le lien entre les gens qui chez nous travaillaient chez Electranova, qui ont soutenu Sea Tower, ils ont réussi finalement à trouver un accord avec eux, et vous avez donc une petite société qui a réussi à passer un marché qui à la fin faisait plus de 10 millions d'euros avec EDF-EN, un grand groupe, et pour finir à la fin sur une réalisation qui quand même, cette fondation, elle fait à peu près 800 tonnes, donc 4 personnes, 800 tonnes, 10 millions d'euros. C'est des choses qui ne se seraient pas fait spontanément et naturellement s'il n'y avait pas eu intervention. Le gain pour nous, c'est quoi? C'est que cette technologie, qui est une technologie nouvelle, nous permet d'économiser. Et à l'époque, il y a quelque temps, Antoine Cahuzac l'avait chiffré, c'est pour ça que je le cite officiellement, il disait que ça lui permettait de gagner sur un seul champ plus de 45 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est des investissements qui sont avec des bons retours. Et d'ailleurs, en soi, ça paierait pratiquement tout l'investissement qu'on a déjà fait dans Electranova. Sunfire, c'est les piles à combustible. Voilà, bon, vous voyez, donc tout ça, on est avec ces sociétés-là, on est véritablement dans les domaines où on peut dire on est en vraie préparation de l'avenir et qui nous aide aussi donc à évoluer en dehors de notre système traditionnel. Là, je reprenais donc quelques exemples. Donc, je venais d'en parler de Sea Tower, du lidar flottant. Opower aussi est un cas intéressant. Et Opower, c'est une société américaine qui a développé tout un nouveau système de relations clientèle, qui est en train maintenant de se développer en France,
qu'on a identifié avec notre dispositif, avec lequel ensuite qu'on a pu présenter à nos collègues de commerce qui ont noué des partenariats et qui sont en train d'ailleurs encore de travailler avec elles. Et on peut dire d'une certaine façon que je suppose que vous avez entendu parler de notre nouveau, c'est pas une offre, hein, mais équilibre, un nouveau service hein, qui va se développer dans les mois et années à venir, donc qui vous permet d'avoir sur votre smartphone ou par Internet des informations précises sur votre consommation, qui va devenir une plateforme de conseil. Ces concepts-là, c'est des concepts qui ont été développés il y a quelques années aux États-Unis, que l'on a pu tester un peu par avance, entre guillemets, un peu en avance de phase hein, par rapport à la situation du marché européen, grâce à ce dispositif. Et Cornis, dont Étienne Brière vous parlait tout à l'heure, c'était des systèmes d'inspection de pales. Voilà. Et puis, dernier petit volet, c'était donc, je disais que en même temps qu'aller rechercher à l'extérieur des innovations pour les amener dans le groupe, c'était aussi prendre les innovations du groupe pour les amener à l'extérieur. Et là, c'est quelques exemples de réalisations que l'on a faites ces derniers temps pour valoriser les savoir-faire en dehors de la maison EDF. Voilà. Merci. Monsieur Ava a parlé de smart grid et super grid, je crois, et vous avez parlé de smart grid et smart city. Je ne suis pas tout à fait... J'en ai pas parlé, mais j'aurais pu en parler. Non, j'ai vu sur le diapo. Donc, je n'ai pas compris ce que ça veut dire smart grid, super grid, smart city. Là encore, il faut pas faire compliqué. Quand on dit comme open innovation, c'est innovation ouverte. Smart grid, c'est un réseau intelligent. Donc, c'est mettre de l'intelligence dans le réseau. Pourquoi il faut mettre de l'intelligence dans le réseau? C'est parce que le réseau sur lequel, qui avec toute son efficacité, c'est un réseau qui est parfaitement adapté à un système centralisé. Hein, donc on produit l'électricité quelque part et on la consomme autre part. Et entre l'endroit où on la produit et l'endroit où on la consomme, il y a le réseau, la haute tension, la moyenne tension, basse tension. Avec le développement des éoliennes, du PV, on a commencé à mettre de nouveaux moyens de production sur un réseau qui n'était pas initialement construit pour ça, hein, puisque c'est un réseau qui était purement descendant, et vous mettez là de nouvelles sources de production qui interfèrent un peu dans le système. Donc on sent bien déjà au travers de ça qu'il va falloir mettre un petit peu d'intelligence pour gérer ce nouveau phénomène. Donc dans le smart grid, en fait, il y a beaucoup de choses autour c'est comment je fais un réseau intelligent, alors soit pour permettre effectivement l'insertion des énergies intermittentes sur le réseau et avoir à la fin un système qui continue à marcher, ou alors, ce qu'on met aussi parfois derrière les smart grids, c'est tout ce qu'il y a autour des micro-grids, hein, c'est-à-dire on va mêler de l'éolien, du photovoltaïque, pourquoi pas du diesel, des réseaux de chaleur et tout ça. Et on dit, tout ça, je vais essayer de le piloter. Hein, et pour le piloter, il va falloir mettre, je dirais, plus d'intelligence. On va mettre des capteurs, on va mettre des logiciels, on va traiter des données. Voilà, c'est tout. Smart grid, c'est mettre de l'intelligence dans un réseau. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas idiot avant, hein, mais plus d'intelligence. Et en fait, est-ce que ce n'est pas compliqué l'ensemble du système pour un rendement financier faible? Ça, c'est peut-être. Mais, vous savez, on a notre vision. Bon, nous, côté EDF, on aurait du mal à dire qu'on n'avait pas le meilleur système du monde qui était parfaitement optimisé. Dire que... est-ce qu'on a besoin d'éolien en France pour assurer l'équilibre systémique et l'indépendance énergétique? Non. Ceci étant, je dirais, la planète n'est pas nécessairement en parfaite harmonie avec ce qu'on pense. Donc il faut tenir compte des réalités. Et à la fin, je dirais, c'est le client, c'est le corps social qui décide. Si le corps social décide effectivement qu'il veut de l'éolien, qu'on veut d'autres sources d'énergie, on est là, on est au service du client et on est au service de la politique énergétique qui est décidée par le pays. Le client électeur, on va dire. Le client électeur. Voilà. Mais en tout cas, bon, la politique énergétique n'est pas décidée par EDF. Et ce serait une grande erreur que de vouloir... On peut chacun avoir son sentiment. On peut être pour, on peut être contre. Il y a des gens qui sont pour le nucléaire, d'autres qui sont contre le nucléaire. Bon, mais nous, on est là pour, à la fin du fin, assurer être un acteur efficace de la politique énergétique qui est décidée par le pays et par notre actionnaire.
Mais ça a apporté, ceci étant, ces nouvelles techniques, c'est vrai que pour nous qui avions un très bon système, on peut se dire, bon, est-ce que c'est idéal? Mais par contre, dans une bonne partie du monde, il y a il y a des progrès qui sont considérables. Tout à l'heure, Étienne parlait du développement du PV en Afrique. Là, on est actuellement en train on a fait un investissement dans une société qui met en place on va dire le premier niveau de l'équipement électrique. C'est des petites installations, pour vous donner des chiffres, vous voyez, c'est que des installations qui coûtent pour la personne, en gros, 200 €. Avec ça, vous avez un panneau photovoltaïque qui fait 20 watts. C'est pas sur nos toits, c'est au minimum 4 kilowatts, 20 watts. Et avec ça, les gens, il y a 10 ans, on faisait de l'accès à l'énergie. Mais l'accès à l'énergie, c'était considéré comme une action qui devait être financée par la Banque mondiale. C'était une bonne œuvre. Avec ça, en fait, on va permettre à des gens d'avoir accès à l'énergie. Avec 20 watts aujourd'hui, on arrive on a des lampes qui maintenant font 2 watts. Hein. Bon, elles vont d'ailleurs bientôt descendre à 1 watt. On a des radios qui consomment quelques watts. Donc, vous allez apporter à des personnes, sans avoir à construire un gros réseau, à monter des projets qui vont coûter des centaines de millions ou des milliards, apporter le premier accès à l'énergie. Ils vont pouvoir avoir une lampe, ou plusieurs lampes d'ailleurs. Ils vont avoir une radio. Et lorsqu'on va même à 30 ou 40 watts, ils arrivent même à avoir des télévisions. C'est une révolution complète. Oui, bonsoir. Vous avez parlé de votre programme d'Open Innovation, c'était très intéressant. Par contre, vous n'avez pas donné d'informations sur le programme d'Open Innovation de vos concurrents au niveau mondial, vos grands concurrents, et comment vous vous positionnez par rapport à ça. Alors, comment on se positionne On a, en résumé, bien. Mais maintenant, j'explique. Nos concurrents sont partis un petit peu après. Un petit peu après. Suez, par exemple, a annoncé son fonds il y a 2 ans. Ils sont partis dans une approche qui est un peu différente. Ils sont partis dans une approche d'investissement direct. Hein, ils ont monté un fonds qui s'appelle un fonds corporate, parce qu'à nouveau, il faut faire l'anglicisme. Donc, c'est le fonds de la maison. Et Mestralet avait annoncé 100 millions de capacité d'investissement. Donc, vis-à-vis de Suez, Suez, je parle en ancien franc, excusez-moi, de Engie. Hein. Bon, on est plutôt pas mal. E.ON aussi a lancé son fonds. Ils sont lancés c'était il y a 2 ans et demi, très actifs aux États-Unis. Hein. Ils sont vraiment beaucoup plus focalisés sur les États-Unis. Et avec, à ma connaissance, un tout petit sujet qui est le lien. Ce qui est difficile dans ces investissements dans les fonds, c'est qu'il faut absolument éviter d'avoir une activité qui se fasse en parallèle de l'activité principale. Parce qu'il ne faut pas se cacher la face. L'innovation, c'est compliqué. C'est compliqué dans une entreprise qui a ses process. Chacun est organisé. L'innovation, elle les perturbe toujours. Hein. Donc, faire de l'innovation à côté, ça, c'est pas très compliqué. Mais faire de l'innovation qui rentre dans les métiers, ça, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ça la vocation de tous ces dispositifs. Notre vocation, c'est pas d'investir pour avoir une rentabilité sur les startups ou les sociétés dans lesquelles on investit. Bien sûr, on cherche à l'avoir. Mais le véritable objectif, il est plus stratégique, c'est de trouver des partenaires avec lesquels on va pouvoir faire des choses différenciantes et, si possible, compétitives par rapport à nos concurrents. Donc, E.ON est parti un peu plus tard, et plus aux États-Unis, un peu moins en Europe. Les grandes utilities américaines, là, j'en parle pas parce qu'elles sont pas trop engagées dedans. Parler du système américain, ce serait un tout petit peu compliqué. Donc voilà un peu le paysage. Iberdrola s'y est actif aussi. Iberdrola est actif. Enfin, aujourd'hui, de toute façon, clairement, tout le monde s'y met. Hein, je veux dire, c'est un bon. Le fait d'avoir démarré plus tôt ou plus tard, d'ailleurs, n'est pas véritablement de sujet. C'est surtout de savoir ce qu'on fait. Mais donc, on n'a pas. Je pense qu'on n'a ni à rougir, ni à s'en inquiéter. Bonsoir. Je voulais savoir, vous avez beaucoup parlé d'innovation,
de recherche sur les smart grids, les nouvelles, l'énergie renouvelable. Je voulais savoir qu'est-ce que ça représente en termes de financier ou en rapport par rapport à la recherche que vous faites sur le nucléaire, quoi, pour développer des nouveaux. C'est clairement pas les mêmes dimensions. Hein. Si vous voulez, comme on a dit tout à l'heure, on investit en R&D au niveau du groupe environ 650 millions d'euros par an. Dans les 650 millions d'euros, pour faire simple, hein, ça va presser 50% sur la production centralisée et 50% sur les autres activités. Dans le cadre de cette activité sur les fonds, on investit en gros 10 à 15 millions d'euros par an. C'est d'une autre nature. Mais à la limite, c'est pas tant, c'est pas tellement, je dirais, cet investissement-là qui est important. Il faut avoir les moyens. C'est surtout, d'abord, premièrement, on a beaucoup d'effets de leverage, hein, donc de démultiplication. Je dis à Electranova, on a 30 millions sur 90, mais ensuite, quand on va investir dans une société, on s'efforce de ne pas être le seul investisseur. Donc, vous voyez, il y a des effets multiplicateurs comme ça. Et si on raisonne en termes, pour reprendre aussi la situation par rapport aux concurrents, vous avez raison, c'est que lorsque je prends... oui, nous, c'est à peu près une quinzaine de millions. Je ne peux pas donner de chiffres précis parce que ça va dépendre de l'appel de fonds de la société dans laquelle vous avez investi, mais c'est à peu près les ordres de grandeur. Hein. Suez est plutôt de l'ordre de 20 à 30 millions. En fait, le rapport, il est en faveur du nucléaire. Enfin, on investit plus sur le nucléaire que sur les énergies renouvelables en rapport... Non, mais là d'abord, oui. Pourquoi? Parce que vous avez... plus cher déjà, je pense. Non, il faut regarder où sont nos actifs. À notre base d'actifs, aujourd'hui, il y a une énorme base d'actifs dans le nucléaire. Et sur le nucléaire, on peut aussi bien dire c'est une technologie, je dirais, établie, que dire c'est aussi une technologie d'avenir. Parce qu'on sait très bien que quand on va discuter sur l'allongement de la durée de vie des tranches, il y a encore des innovations, il y a encore des choses qu'il faut arriver à mesurer. Il y a encore... J'ai tout un environnement scientifique qui reste encore à poursuivre. Et puis sur le nucléaire, si vous voulez, c'est où êtes-vous dans l'ingénierie, où êtes-vous dans la recherche. Et aussi les frontières sont toujours un tout petit peu compliquées. Hein. Notre activité de recherche dans le nucléaire n'est pas uniquement, essentiellement consacrée à inventer le nucléaire de demain. Merci. Bon, je crois que nous pouvons remercier nos deux intervenants pour leur passionnante présentation, et puis nous vous invitons à continuer les échanges autour d'un verre. Merci.